Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 25 novembre. Notre invitée ce soir, Chantal Luissin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet de l'Observatoire féminin. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. La situation est-elle préoccupante en Guadeloupe? Préoccupante, oui. Pas alarmante, mais en tout cas préoccupante, puisqu'on a quand même 2300 plaintes déposées en 2014, donc chiffre des services de sécurité publique, police et gendarmerie. On en parlera bien sûr en détail dans le cadre de ce journal, mais tout de suite, les titres qui seront développés dans cette édition. Encore trop de femmes guadeloupéennes subissent des violences au sein de leur couple. Témoignage dans ce journal. Sensibiliser les adultes aux dangers que représentent certains objets pour les enfants, c'est l'objectif de la maison géante installée à Pointe-à-Pitre. Mêler l'art et l'infographie, Bruno Coiffard expose ses œuvres hautes en couleurs jusqu'au 5 décembre au Gosier. Le journal, Aurélie Ronze. Et notre invité le disait il y a quelques instants, plus de 2000 femmes par an sont concernées par des violences en Guadeloupe. Lors de cette journée internationale, l'accent est notamment mis sur la prise en charge des victimes. En Guadeloupe, un centre d'accueil de jour les reçoit pour qu'elles puissent notamment se reconstruire. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Victime de violences conjugales, physiques et morales entre 2010 et 2011, Laetitia, prénom qu'elle a elle-même choisi pour rendre hommage à une amie décédée dans un cas similaire, nous explique son quotidien. Physique, morale. À chaque fois, des coups de poing. Ma première, elle a tout vu. De A à Z. Bombes lacrymogènes, violence. Sa famille le couvrait à chaque fois. S'il réagit comme ça, c'est que toi tu fais quelque chose. S'il réagit comme ça, c'est que t'es pas bonne. J'ai dit, monsieur, je suis pas bon, laisse-moi. Il me dit, si je t'ai pas, toi, personne ne t'aura. Il menaçait de suicide, qui veut dire, si je le quitte, il se tue. Alors moi, je lui répondais, mais vas-y. Il le fait pas. Je lui ai dit, mais ça, c'est une histoire de morale, de violence morale. Laetitia a décidé de mettre fin à la relation tumultueuse qu'elle entretenait avec le père de ses enfants. Elle a donc frappé à la porte de l'accueil de jour de femmes victimes de violences, gérée par l'association Force. Elle a rencontré Audrey, assistante sociale. Son rôle, conseiller, orienter ses victimes. Ça peut être tourné autour de la demande d'hébergement en urgence, comme aussi d'une demande d'hébergement au niveau des bailleurs sociaux. Également, ça peut être tourné aussi de l'ouverture des droits, puisqu'assez souvent, elles n'ont aucun droit au niveau de la CAF qui est ouvert, par exemple, un droit au RSA ou quoi. Donc c'est vraiment, moi j'interviens vraiment en fonction de la situation. Donc ça peut être vraiment sur plusieurs volets. De son côté, Audrey, la psychologue, intervient aussi auprès des femmes qui n'ont pas quitté leur compagnon. Un choix pas évident à faire quand on a des enfants. Si les hommes sont violents, c'est qu'il y a une raison et en général, le seul moyen aussi de leur permettre d'être moins violents, c'est de suivre une thérapie et d'être accompagnés. Alors, ces femmes, on les aide dans la préparation des pas avec ma collègue, on leur explique comment partir, si on part, quelles sont les conséquences. Il est important aussi pour les enfants, parce que pendant ces dernières années, on commence à penser aux enfants qui sont exposés aux violences conjugales. Alors, il y a beaucoup de retentissements au niveau de la santé et psychologique. On les aide surtout face au défi de la parentalité. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. On est victime de violences conjugales et on est une famille. Donc, même si on se sépare de l'homme violent, l'homme a toujours une autorité parentale. Et le défi est de pouvoir permettre à l'enfant de s'épanouir avec ses deux parents, sachant que très souvent, l'enfant est victime de cette violence et manipulé par ses parents. L'association créée en 2011 accueille donc au quotidien, parfois sans rendez-vous, des femmes et leurs enfants. Espace de jeu, cuisine, salle de repos, tout est fait pour les recevoir dans de bonnes conditions afin qu'elles et leurs enfants se reconstruisent loin de ce cycle de violence. Bonsoir Chantal Luissin, une réaction par rapport à ce reportage? Alors, ce sont mes collègues de l'accueil de jour des femmes victimes de violences, puisque l'Observatoire féminin a été créé par Force. Donc, c'est un autre dispositif mis en place par l'État, où les femmes qui n'ont pas quitté le domicile familial peuvent avoir recours à l'aide d'une psychologue, d'une assistante sociale
où elles peuvent se reconstruire. Voilà. Vous êtes, vous, chef de projet au sein de l'Observatoire féminin. Quel est le rôle de cette structure? Alors, nous faisons des analyses et des études sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de Guadeloupe et de la Caraïbe, les problématiques féminines en général. Hein. Donc, nous ne traitons pas seulement les violences faites aux femmes, mais des problématiques qui traitent de la condition féminine en général en Guadeloupe. Voilà. Alors vous le disiez tout à l'heure, en 2014, un peu plus de 2300 femmes victimes de violences. C'est un chiffre qui augmente au fil des années? C'est un chiffre qui augmente au fil des années. En 2013, on avait 1935 faits, 1935 plaintes déposées. Donc c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Bon, on peut l'interpréter comme étant aussi le fait qu'avec les campagnes de sensibilisation, beaucoup plus de femmes portent plainte. Donc peut-être en réalité, on ne sait pas s'il y a plus de femmes vraiment victimes ou s'il y a plus de femmes qui osent porter plainte dans notre société, où c'est pas toujours évident. Alors justement, si des femmes sont victimes de violences, nous regardent, que doit-elle faire si elles sont Alors, il y a un numéro vert qui est le 3919, qui est un numéro national, et on a ici un numéro local qui est le 0800 39 19 19. Il ne faut pas qu'elles hésitent à porter plainte. Il faut sortir de ce processus parce que c'est un processus dans le cadre d'une relation de couple. Donc, il faut qu'elles se fassent accompagner parce que ce n'est pas évident d'en sortir. Et donc, il faut qu'elles se fassent accompagner pour pouvoir réussir à sortir de ce processus de violence. Alors, on voyait dans le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen, donc, cette femme victime de violence qui aurait donc été prise en charge par cette association. Est-ce qu'il existe assez, justement, de structures dans notre département? Alors, dans notre département, il y a beaucoup de dispositifs et beaucoup d'associations qui les portent. On a des centres de réadaptation, de réinsertion des femmes, on a des appartements relais, on a des centres d'écoute et d'accompagnement donc de ces femmes. On a le réseau de veille sociale. Donc malheureusement, ces dispositifs ne sont pas toujours connus par le grand public. Alors effectivement, on a été mis en place un guide info-femmes qui a été présenté aujourd'hui en préfecture pour informer le public de l'ensemble de ces dispositifs qui sont mis à disposition de l'ensemble des femmes de Guadeloupe. Ce guide, on peut le trouver? Alors, ce guide sera distribué, donc il sera disponible au niveau des CAF, au niveau des, voilà, au niveau donc des institutionnels, hein, et il sera vulgarisé de façon à ce que l'ensemble des femmes puissent y avoir accès. On va peut-être rappeler le numéro vert aussi. Alors, le numéro vert local, c'est le 0800 39 19 19. Merci Chantal Lucin d'avoir été sur le plateau d'Alizé ce soir. On va parler politique maintenant, J-11 avant le premier tour des élections régionales et depuis le début de la semaine, eh bien, les 10 candidats sont en campagne et enchaînent les meetings et les réunions. Hier soir, le président sortant Victorin Lurel était sur le terrain, il était plus précisément à Bémao, le reportage de Patrick Curie. C'est en fin de soirée, vers 23h, que le candidat à sa propre succession, Victorin Lurel, est arrivé sur la place Childéric Trinqueur à Bémao. Un discours où les mots envers son principal adversaire ont été nombreux. La Guadeloupe a besoin d'élégance. La Guadeloupe a besoin d'élévation. Oui, la Guadeloupe a besoin de spiritualité éclairée. On n'a pas besoin de charlatans, de gens qui annonnent, de gens qui croient que les choses sont faciles et que demain, on va raser gratis. Il y a des lendemains qui font mal. Il y a des lendemains et des petits matins à la gueule de bois. La Guadeloupe n'a pas besoin de cela. Une centaine de sympathisants, venus en bus, avaient fait le déplacement, mais également présents des ténors de la politique qui ont pris la parole. Contrairement à ce que nous pouvons dire, personne ne critique aujourd'hui le bilan quant au fond. Ils essaient de trouver ici et là quelques motifs pour justifier leur candidature. Et quand ils n'ont pas véritablement d'arguments, ils finissent par dire que Lurel est un dictateur. Devez au fils de Badou, vous le devez pour Bémao Ciel. Vous le devez aussi à Oni Coronado, parce qu'il le mérite que vous puissiez aller faire ce geste-là pour dire, ouais, nous nous souvenons de la victoire de Badou. Donc, faites ce geste-là le 6 décembre. On devrait trouver aujourd'hui, dans Henri Chalus, candidat
à la région un autre homme que celui qui parle de changer d'avenir. Changer d'avenir, là je crois que c'est à reculons. À reculons dans le problème du non-respect de la parole donnée. Le ton est donné, rendez-vous le 6 décembre devant les urnes. Et on va rester à Bémao puisque la ville vient de mettre à disposition des habitants une deuxième poubelle alors que nous sommes en plein dans la semaine européenne de réduction des déchets. Eh bien, les Bémaotiens peuvent désormais trier à domicile papier, carton ou encore bouteilles en plastique. Le reportage de Muriel Barlagne. Ben voilà, je commence aujourd'hui. Patricia a reçu sa poubelle à couvercle jaune hier. Un bac dédié au tri sélectif. Plus besoin de se rendre dans les bornes d'apport volontaire, une initiative de la ville de Bémao. Par rapport au recyclable, donc c'est déjà une bonne chose parce qu'on pourra retravailler les matières. Et pour la poubelle, je veux dire pour tout ce qui est biodégradable, ça ira plus vite et puis ça va moins polluer, quoi. On aura moins de pollution. Papier et carton, bouteilles en plastique, emballages métalliques vidés de leur contenu sont à déposer en vrac dans cette deuxième poubelle. Un geste écologique facile à adopter. Ici, on attend la collecte sélective. Pour le moment, je ne peux pas savoir si ça marche bien, si ça ne marche pas bien, parce que ça ne s'est pas encore commencé. Ça commence seulement le toit. C'est après le ramassage, on va savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Les déchets mis dans les poubelles jaunes seront ramassés une fois par semaine à partir de décembre 2015. Les journées départementales de l'enfance se poursuivent en Guadeloupe. Aujourd'hui, une maison géante a été inaugurée à Pointe-à-Pitre. Sa particularité, elle a été construite à l'échelle d'un enfant de 2 ans. Le but, placer les parents face aux dangers d'une maison. Le reportage de Richard Scott-Tamar qui, pour l'occasion, est retombé en enfance. La Maison Géante a ouvert ses portes au hall des sports Paul Chonchon, et ce jusqu'au 28 novembre. Une animation ludopédagogique, un jeu de rôle, rendant les adultes acteurs de la vie quotidienne de leurs enfants. Ce procédé permet d'identifier les situations à risque, en se mettant à la place de nos chers bambins. Alors en fait, le but de cette maison géante, c'est de cibler les pièces où on voit le plus souvent des accidents domestiques et de mettre l'adulte en condition d'un enfant de 2 ans pour qu'il se rende compte comment cet enfant peut percevoir le domicile où on pense qu'il peut être très sécurisé, mais aussi c'est un lieu qui peut être très dangereux. Dans le cadre de cette animation ludique, un panel de professionnels, incluant des urgentistes, des psychologues, des médecins de ville, s'est réuni afin de partager leur expérience concernant les accidents domestiques, qui représentent, rappelons-le, 20 000 morts en France métropolitaine, et chez nous en Guadeloupe, le premier cas de mort chez les jeunes âgés de 0 à 15 ans. Le plus regrettable, c'est que nous savons que c'est une problématique, parce que chaque histoire nous traumatise. Nous savons aussi que pour les parents, ce sont des choses pour lesquelles il y a un fort sentiment de culpabilité, très souvent. Mais nous manquons de données chiffrées dans notre département, dans notre région, pour pouvoir dire quelle est la proportion de ces accidents dans les accidents de la vie courante, ou par comparer aux accidents de la route, ou comparer aux autres types de traumatismes. La Maison Géante sera en libre accès et ouverte au public le jeudi 26 novembre entre 16h et 18h, puis le lendemain, vendredi, de 9h à 21h. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir de tourisme avec l'amélioration de la destination d'Antigua, mais aussi du renforcement du trafic aérien à Barbade et Trinidad. Vous découvrirez également un arbre de Noël avec des bouteilles en plastique à Porto Rico. Voici la Minute Caraïbe. L'ancien président de l'association des sites marchands, Colin Plummer, a déclaré que le pays doit dépoussiérer ses lois afin de les adapter au développement du tourisme. Nous avons de superbes plages, de bons restaurants et un patrimoine historique unique à proposer aux touristes. Et la majorité des visiteurs que nous interrogeons parlent d'une expérience unique à Antigua. Nous n'avons donc pas besoin de changer les choses fondamentalement, mais juste besoin de les améliorer. Il enjoint son gouvernement à entretenir plusieurs sites historiques
à faire participer les membres d'équipage des bateaux de croisière à l'amélioration de la destination, à collaborer avec les taxis professionnels qui opèrent dans les quais, etc. Colin Plummer a affirmé que si son pays avait investi une partie des sommes gagnées dans l'industrie des croisières dans la maintenance de ces sites historiques, les destinations concurrentes comme St. Kitts et Nevis n'auraient pas dépassé Antigua. À partir du 18 janvier, la LIAT organisera des vols directs quotidiens de l'aéroport international de Grantley Adams à Barbade vers l'aéroport international de Piarco à Trinidad. Compte tenu de la forte demande pour participer au carnaval de Barbade en février, les billets sont d'ores et déjà en vente. Les dirigeants cubains s'attendent à une forte croissance de l'activité touristique quand les vols directs entre Pékin et La Havane seront opérationnels en cette fin d'année. Le ministre adjoint du tourisme cubain, Mayra Alvarez, dit que ces vols conduiront à une nette progression du tourisme chinois à Cuba, dans les Caraïbes et en Amérique latine. La Chine étant à ce jour la 17e principale source de visiteurs dans son pays. La connexion directe, qui utilisera un Boeing 777-300ER 3 fois par semaine, sera essentielle à la promotion du tourisme chinois à La Havane, a noté Alvarez. Des étudiants en design et en génie technologique, ainsi que des professeurs de l'université de Porto Rico, ont réalisé un arbre de Noël à partir de bouteilles en plastique, dans le but d'attirer l'attention du public sur la nécessité de protéger l'environnement et de développer le recyclage. La communauté universitaire a aidé à recueillir 2000 bouteilles, a déclaré Marie-Glory Rodriguez, coordonnateur du groupe des étudiants ayant travaillé sur le projet. Nous allons les utiliser pour réaliser l'arbre de Noël et nous utiliserons les restes pour les décorations, a affirmé Marie-Glory Rodriguez. Et voilà une bonne idée en tout cas. Retour en Guadeloupe, on va maintenant parler de littérature avec le Festival Écriture des Amériques qui se déroule cette semaine. Au programme des conférences, des ateliers d'écriture, mais aussi des rencontres avec les auteurs présents dans le cadre de ce festival. C'était le cas ce matin à la librairie Jazor de Pointe-à-Pitre. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Gisèle Pinault et Alain Mamancou avaient rendez-vous avec leurs lecteurs à la librairie Jazor dans le cadre du Festival Écriture des Amériques. Ces deux auteurs majeurs de la littérature française, défenseurs de la francophonie et porteurs d'un message afro-caraïbéen, sont venus échanger avec leur public. Alors, dans le cadre du Festival Écriture des Amériques, j'ai proposé justement d'animer un atelier vraiment destiné aux jeunes. Il y a 2 ans, j'ai animé un atelier avec Léonora Miano, un atelier d'écriture pour les adultes. Et là, je me dis que c'est bien de proposer déjà aux jeunes d'écrire, de raconter des histoires, puisque moi-même, j'ai commencé à écrire très jeune. Mon rapport à la francophonie est très clair. J'ai toujours pensé qu'il ne faut pas que la francophonie soit prise comme un moyen pour la France de continuer sa politique étrangère dans ses anciennes colonies ou dans ses départements d'outre-mer. La francophonie doit être une francophonie culturelle dans laquelle on respecte aussi les spécificités des langues des francophones. Moi, je voudrais que la francophonie épaule, par exemple, l'enseignement de la langue créole. Les deux auteurs présentent leur nouveau livre. Petit Piment, le roman d'Alain Mamancou, raconte le quotidien doux amer d'un enfant dans la ville congolaise de Pointe-Noire. Quant à Méry Cisal, l'ouvrage de Gisèle Pinault, il se focalise sur le parcours d'une jeune haïtienne obligée d'immigrer en Guadeloupe après le tremblement de terre qu'a connu son pays en 2010. 2 sujets ancrés dans l'actualité. Alors Méry incarne, à mon sens, tous les migrants qui sont sur cette terre aujourd'hui, qu'ils viennent du nord ou du sud, tous ces gens qui cherchent la dignité, qui cherchent à fuir soit une catastrophe naturelle, soit une guerre, soit une dictature. Mon livre Petit Piment représente aussi peut-être une défense pour l'enfance, une défense pour la jeunesse, une défense pour tous ceux qui ont vécu dans l'orphelinat, pour tous ceux qui ont vécu les révolutions socialistes, communistes, et aussi pour tous ceux qui veulent être loin des dictatures. Gisèle Pinault et Alain Mamancou, ainsi qu'une pléiade d'écrivains, seront présents en Guadeloupe jusqu'au 28 novembre dans le cadre du Festival Écriture des Amériques. Ils vous attendent nombreux sur les différents événements de la manifestation.
Culture toujours avec cette exposition qui se tient jusqu'au 5 décembre au Gosier. Bruno Coiffard y expose ses toiles, un mélange de couleurs et d'art graphique. Une exposition que nous présente Muriel Barlagne. Un foisonnement de formes et de couleurs. Les tableaux de Bruno Coiffard sont riches et bavards. Derrière chaque œuvre se cache une histoire que seule une rencontre avec l'artiste pourrait dévoiler. Le graphiste a su créer son propre univers avec ses codes, son langage, ses symboles. Le phare qui guide et éclaire les marins revient très souvent. Mon style, on pourrait appeler ça du néo-figuratif. C'est un peu, je pense, après avoir lu quelques bouquins, qu'il y a un nouvel intérêt vers ce médium, enfin cet axe créatif. Et moi j'aime le figuratif. De toute façon j'ai du mal quand je dessine à faire autre chose que du figuratif. Je suis trop baigné dans le dessin depuis ma tendre enfance. Bruno Coiffard est avant tout dessinateur, mais il n'hésite pas à utiliser les nouvelles technologies. Ainsi, il numérise ses dessins avant de les retracer à la courbe de Bézier, une technique chère aux graphistes. Les œuvres sont ensuite imprimées sur de la toile. Retracer son propre dessin à la courbe de Bézier, c'est quelque chose d'assez dantesque. Ça représente un volume de travail assez énorme. Le gros avantage, c'est la netteté de mon trait. Les imperfections, je les refais aussi. Je ne corrige pas mon dessin de base. Et le gros avantage, c'est qu'il est clair qu'aujourd'hui, on peut imprimer sur des supports importants et de qualité, et qui sont de terrain. Donc c'est un énorme avantage. Un tableau comme le phare, celui donc qui est derrière moi, si une personne me le demande sur 3 mètres de haut, je peux le faire sur 3 mètres de haut, sans aucune déperdition. Les œuvres obtenues sont reproductibles, mais Bruno Coiffard se limite à 10 exemplaires. 14 tableaux de sa collection sont à découvrir à la Petit Lebrun Art Gallery à Saint-Félix jusqu'au 5 décembre. Des rencontres avec l'artiste sont prévues le samedi. On va parler de sport à présent et plus particulièrement de sport scolaire. En ce mercredi, une journée consacrée à l'UNSS réunissant plusieurs lycées et collèges s'est déroulée ce matin au Lamentin, une fête du sport à laquelle a assisté Éric Pommier. Des jeunes, comme s'il en pleuvait, ils sont venus de partout, de tous les lycées, 12 au total contre 19 collèges. Bienvenue au Parc de la Verdure au Lamentin. Leur objectif à tous, participer à cette fameuse journée UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Autre mission à tous, bien représenter leur établissement, si possible gagner, comme la Benjamin Tesbiané, heureuse avant tout d'être de cette fête du sport. Oui, super contente. Comme je disais, je partais confiante parce qu'il n'y avait plus les meilleurs en cette course. Donc je suis contente. J'ai tout donné et voilà. Ça représente quoi pour toi l'UNSS? J'adore. Même hors de l'UNSS, j'ai fait du sport, je fais du tennis. Donc l'UNSS, j'y suis tous les jours. Donc je m'entraîne vraiment pour le cross et je suis vraiment contente. 257 filles contre 397 garçons venus de la Guadeloupe entière, y compris Marie-Galante. Le bonheur pour les organisateurs est entier, preuve que le sport et l'école font encore bon ménage. La santé de l'UNSS est bonne, voire très bonne. On surfe un petit peu sur une dynamique depuis maintenant 6-7 ans. Qui fait que chaque année on est en augmentation d'effectifs. Alors il y a eu un petit frein sur l'année qui vient de s'écouler, mais en gros de plus en plus d'établissements scolaires s'affilient, de plus en plus de licenciés prennent leur licence et bien évidemment de plus en plus d'activités sont au registre des supports sur l'UNSS. L'UNSS représente une fédération multisport, sont comprises en effet 25 activités, dont une vingtaine en Guadeloupe, toutes disputées en championnat. Les enfants qui étaient invités à un Léros cet après-midi aux Abîmes dans le cadre de la fête de la ville, les Timouns ont notamment pu danser au rythme du cas. Le reportage de Patrick Curie. C'est la 3e édition du Léros à Timouns, journée d'échange et de valorisation de ce rite auprès des plus jeunes. Pour l'organisation, c'est un moyen de tisser un lien intergénérationnel. C'est un grand moment de bonheur qui permet de valoriser la tradition. Et aujourd'hui, donc, nous allons permettre aux enfants de connaître un peu l'instrument du cas
mais de connaître aussi la danse Les Roses. Les enfants ont droit pendant toute cet après-midi à des contes, des chants et un cours sur le gros cas. Certains d'entre eux ont déjà emboîté ce pas. On danse du gros cas. Et force en nous. On apprend plein de choses. Moi, ce qui me plaît dans cette ambiance, c'est plein de choses, les mouvements qu'on fait. On apprend les danses qu'on a fait il y a longtemps, les danses traditionnelles. Un après-midi dans la bonne humeur, au vu des démonstrations et du nombre de jeunes qui pratiquent, le Les Roses a de beaux jours devant lui. Avant de vous laisser, on va faire un point sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Alors le ciel devrait être assez chargé avec des nuages qui pourraient donner lieu à des averses localisées. Les températures au réveil seront comprises entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayingo. Votre soirée sur Alizé, E égale MC, suivi du meilleur pâtissier. Pour l'info locale et régionale, je vous retrouverai demain à 12h30. Et je vous propose ce soir de se quitter en musique avec la voix de la chanteuse guadeloupéenne Jenny Jonathan. Elle s'est éteinte hier soir à l'âge de 56 ans. Elle avait été propulsée sur le devant de la scène dans les années 80 grâce au groupe Carapate. Au son tambou et démo créole résonne aujourd'hui dans la tête de tous les Guadeloupéens. Très bonne soirée sur Alizé.